La route vers l'inconnu est toujours bienvenue. Le but est devant nous, braquons les armes. Plus rien ne compte plus, la défaillance est sûre. Pour nous c'est le devoir, pour vous les larmes. L'heure a sonné, adieu belle fille. Nous repartons vers d'autres destins. Chers amis auditeurs, bienvenue à cette 31e édition de la Libre Antenne. Et pour cette 31e édition, nous avons la chance de recevoir le général Dominique Delavarde. Général, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur notre antenne. Bonjour général. Bonjour, et c'est un plaisir pour moi aussi d'avoir été invité à m'exprimer sur vos ondes. Je vous présente brièvement, général. Donc, vous êtes Saint-Cyrien. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans les chasseurs alpins et la Légion étrangère. Vous êtes un spécialiste de la gestion et de la formation des personnels, et vous avez tenu un poste important de responsable des officiers de liaison français aux États-Unis, un pays que vous connaissez bien. Vous étiez également à Sarajevo au plus fort de la crise balkanique durant l'hiver 94 et 95, alors à la tête du 7e bataillon de chasseurs alpins, et vous deviez garantir un cordon ombilical vital à la ville assiégée en tenant le mont Igman. Donc vous étiez vraiment au plus près des opérations. Vous êtes à la retraite depuis 2010, mais vous n'en êtes pas moins actif. Vous êtes l'un des 61 généraux signataires d'une tribune signée et publiée dans Valeurs Actuelles sur le délitement de la France, qui a d'ailleurs été relayée par Marine Le Pen, et Marine Le Pen vous avez d'ailleurs répondu, ce qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Et pour cette tribune, vous avez reçu une lettre de la part du ministre de la Défense de l'époque, vous annonçant votre convocation devant le Conseil supérieur des forces armées. Qu'en est-il concrètement de cet épisode ? Alors cet épisode a un petit peu tourné court, quoi. Ah, d'accord. Donc c'est pas allé plus loin que ça. Je n'ai jamais comparu devant le tribunal des forces armées. Ce conseil était supposé donner un avis sur notre mise à la retraite. Moi, j'avais déjà été mis 2 fois à la retraite, une première fois en 2005 et une deuxième fois lorsque j'ai atteint l'âge de 65 ans. Donc j'avais plus de 65 ans. Donc c'était plus de la com en fait. C'était plus de la communication de la part de la ministre en fait pour donner l'impression qu'elle faisait quelque chose. On était dans la communication. D'accord. C'est exact. Donc le conseil s'est réuni. Les voix ont été partagées apparemment. Il n'y a pas eu unanimité sur la question. Le conseil a suggéré qu'on nous mette à la retraite, mais en fait la décision de nous mettre à la retraite n'a pas été prise parce que le président, chef des armées, a jugé que c'était probablement contre-productif. D'accord. Donc, il nous a pas mis. Donc il s'est rien passé. Quel est votre sentiment justement par rapport au traitement de l'information sur le conflit en Ukraine ? Si vous voulez, c'est simple. Vous regardez d'abord d'où vient ce conflit. Il faut remonter très rapidement aux racines. Les racines, c'est le néoconservatisme. Vous regardez ce qu'est le néoconservatisme, qui a créé le néoconservatisme. Le néoconservatisme, il a été créé par 2 personnages qui s'appellent Christol et Podhoretz, et puis il a progressivement investi toutes les strates de l'administration américaine, et il est devenu extrêmement puissant aux États-Unis. C'est un lobby extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce qu'il est financé par des milliardaires, c'est tout, par des gens qui ont beaucoup d'argent. J'écrivais un article récemment pour dire que c'est pas moi qui le dis, c'est le Trésor américain qui le dit. Donc le Trésor américain, normalement, il se trompe pas. Et le Trésor américain disait que les 1% les plus riches américains détenaient en 1989 17% de toute l'Amérique, enfin de tout ce qui a un prix en Amérique, 17% en 89, et qu'aujourd'hui, ils en détenaient 27%. Donc ce sont des gens extrêmement riches. 1% des Américains qui détiennent 27% de toute la richesse américaine. Et toute la richesse américaine, c'est pas rien. Sur ces 1%, il y a les ultra riches qui sont encore plus riches que les riches.
et les 750 milliardaires américains, il y en a 750 exactement, hein, pas moi qui le dis, là aussi, c'est de notoriété publique. Vous allez sur Wikipédia et puis vous regardez. Hein. Donc 750 milliardaires américains qui savent pas quoi faire de leurs milliards. Alors il y en a certains qui sont des patriotes et puis il y en a d'autres qui sont des néoconservateurs. Hein. Bon, les néoconservateurs, ça veut pas dire qu'ils sont pas patriotes, ça veut dire qu'ils sont mondialistes, hein, et qui sont pour un monde unipolaire dirigé par l'Amérique pour encore un siècle, hein, Project for a New American Century. Oui, voilà. Oui, comme ils ont beaucoup de milliards, ils font la pluie et le beau temps dans les élections américaines. Et pas que américaines, et françaises aussi. Oui, non, on est d'accord, parce que ces gens-là, pour des raisons de fraternité, ont réussi à, ces néoconservateurs ont migré progressivement vers l'Europe. Et nos gouvernements sont également complètement pris aujourd'hui par ces lobbies néoconservateurs. Donc on a des néoconservateurs français, des néoconservateurs allemands, des néoconservateurs anglais. Hein. Tous ces gens-là ont fait les mêmes écoles, les Young Leaders, hein, et sont trop proches du forum de Davos. Donc voilà. Hein, et c'est pour ça que et ces gens-là très puissants détiennent les médias. Bien sûr. Ils contrôlent les médias avec leur argent. Donc, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, rien d'étonnant à ce que les médias entonnent toujours la même chanson, hein, c'est-à-dire il y en a un qui donne le ton, c'est il est donné aux États-Unis, hein, par le chef de meute. Et tous les autres médias s'alignent. Hein. Mais est-ce que vous vous inquiétez justement de la reprise par les médias et puis par Macron de cette rhétorique guerrière, Macron qui a déclaré donner de l'armement, notamment des chars légers à l'Ukraine. On voit qu'on est pris dans un engrenage là dans ce conflit où nous devenons carrément belligérants. Donc vous, l'ancien militaire qui avait été au plus proche des opérations, notamment à Sarajevo, quel est votre avis là-dessus sur cet engrenage? Et est-ce que les gens se rendent bien compte de la direction que nous sommes en train de prendre? Non, alors bon, moi ça m'inquiète pas du tout. Hein, ça m'inquiète pas du tout parce que nos armées sont incapables de faire la guerre dans de bonnes conditions, de manière classique. Une guerre de haute intensité, bon, elle serait perdue très rapidement puisque l'OTAN aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, l'OTAN, c'est un état-major, c'est tout. Hein, c'est de la communication. Mais derrière. Il y a des forces disparates, il y a 30 armées nationales, même pas 30, 29, parce qu'il y en a il y a un État qui n'a pas d'armée et un autre qui a une armée, l'Islande n'a pas d'armée et le Luxembourg a quelques centaines de soldats, quoi. Mais si vous voulez, 30 armées nationales en état de décomposition avancée, hein, c'est-à-dire qu'on a tellement engrangé les dividendes de la paix depuis 1990 que nos armées sont incapables de faire une guerre de haute intensité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les personnels ont été considérablement réduits, l'armement a été réduit en quantité, mais aussi, si vous voulez, il est tellement sophistiqué, il coûte tellement cher que il tombe en panne souvent, et la maintenance n'est pas assurée, donc on a très peu de matériel, enfin très peu de matériel qui fonctionne, Ensuite, les soldats ne sont plus entraînés en tout cas à la haute intensité. Hein, ils n'ont pas fait d'exercice en ambiance nucléaire, biologique et chimique depuis très longtemps, hein, depuis 30 ans. Donc, on gagne pas une guerre classique dans ces conditions-là. Alors, on fait de la communication. Vous savez, les chars qu'on leur donne. Bon, je veux pas être méchant, mais ils fonctionnent plus depuis longtemps, ou ils fonctionnent mal. C'est ce que d'habitude, au bout de 40 ans, on met les chars sur les champs de tir pour tirer dessus, pour apprendre à tirer. C'est ce qu'ils font. Là. Oui, mais là, au lieu de les mettre sur les champs de tir, on les envoie à l'Ukraine. C'est des chars pourris. Hein, l'AME sur des champs de tir pour les Russes. C'est ça que je voulais dire, en fait. Oui, ça sert le champ de tir aux Russes. Hein, bon. mais ça sert aussi à la France comme communication. On fait de la com. On dit, regardez, on donne des chars. Bon, je sais pas ce qu'ils vont en faire de ces chars. Mais à mon avis, ils vont pas avoir une durée de vie très longue. Hein. Mais j'entends ce que vous dites sur l'OTAN, hein, qui est un état-major et qui finalement peut-être uniquement un service de communication. Mais il faut quand même pas oublier que j'ai lu ça dans un article récemment qu'il y a quand même aujourd'hui plus de 100 000 GI américains en Europe.
ce qui est quand même considérable. Donc bien sûr, donc je veux dire bon et ce nombre ne cesse d'augmenter hein, depuis Biden, depuis que les démocrates ont repris le pouvoir aux États-Unis, ce nombre ne fait qu'augmenter. Donc craignez-vous quand même un affrontement possible entre les États-Unis et la Russie en Ukraine? Non, 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 non. Non, non, je suis pas le seul. Hein. Mes camarades américains avec lesquels j'entretiens de bonnes relations. Hein. J'ai des amis américains. Les officiers qui m'ont le plus impressionné là-bas, et notamment le colonel US McGregor, qui s'exprime beaucoup sur ce conflit ukrainien hein, et qui dit les vérités qui doivent être dites. Hein, ils sont quelle vérité? On est sur la même longueur d'onde. On n'est pas très inquiet hein, parce que l'armée américaine, on a vu ce qu'elle a donné à peu près sur tous les théâtres depuis la guerre du Vietnam. Hein. Bon, je veux pas dire que c'est un tigre de papier, mais l'armée de terre américaine, elle est pas. C'est bon tant qu'il s'agit d'aller contre l'armée de Saddam Hussein, hein, contre laquelle d'ailleurs ils avaient rassemblé une coalition de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Mmh. Bon, 100 000 Américains contre la Russie. Bon, je n'imagine pas un seul instant que ça puisse se traduire par un succès quelconque. Hein. Et les Américains le savent, ils sont pas idiots et ils se risqueront pas à ce genre d'aventure. Elle est perdue d'avance pour eux. D'accord. Et quel est votre point de vue par rapport à l'armée russe? Ben, l'armée russe aujourd'hui, si vous regardez bien, hein, Poutine a démarré l'affaire sur 2600 kilomètres de front avec 150 000 hommes. Jamais dans l'histoire militaire, jamais, aucun pays n'a réussi à conquérir autant de terres en aussi peu de temps avec aussi peu d'hommes sur un front aussi large. Jamais. Ça n'existe pas. 150 000 hommes sur 2600 kilomètres de front. Si vous vous rappelez les grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale, hein, on partait pas à l'aventure comme ça dans un grand pays. L'Ukraine n'est pas un petit pays. On partait pas à l'aventure avec très peu d'hommes. Hein. L'Allemagne est partie contre la Russie avec plus d'1 million d'hommes. La grande armée de Napoléon faisait plus d'1 million d'hommes. Et puis bon, sur les fronts en France. À Verdun, par exemple, hein, quand on attaquait avec 60 000 hommes sur 6 kilomètres. Hein. Il y avait 10 000 hommes au kilomètre. Bon, là, et faites le ratio 150 000 hommes sur 2600 kilomètres, vous apercevez que la Russie a réussi un exploit en conquérant tout le sud de l'Ukraine en quelques jours, en 15 jours, quoi, à l'exception de Mariupol qui a pris un peu plus de temps, mais ça s'est passé très vite. Donc l'armée russe, pour l'instant, si vous voulez, elle prend son temps. Elle prend son temps, pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce que il y a l'économie de la vie humaine, hein, et ils essayent d'économiser la vie de leurs hommes, et ce qui est bien, hein, plutôt que de lancer des assauts désespérés, non, on écrase tout sous l'artillerie, et après, on va occuper le terrain qui a été conquis par l'artillerie. C'est la méthode russe. Hein. Donc ils font ça tranquillement. Et pourquoi le font-ils lentement? Eh bien, à mon avis, tout simplement parce qu'ils ont compris une chose. Ils ont compris que la guerre, c'était pas seulement une affaire militaire et ça se limitait pas à l'Ukraine. La guerre, elle est aujourd'hui un bras de fer mondial, qui se passe entre les mondialistes, hein, on va dire, hein, de néoconservateurs mondialistes des États-Unis, hein, et européens, et puis tous les pays représentés par la Russie en première ligne, mais tous les pays qui refusent ce monde unipolaire voulu sous hégémonie américaine. Donc le camp en face, c'est la multipolarité. Et le combat, il est militaire. Pas seulement en Ukraine. Hein. Pour la Russie, l'Ukraine, c'est un tout petit problème par rapport à beaucoup d'autres. La Russie n'a pas que l'Ukraine à traiter. La Russie est présente en Syrie. Elle s'occupe également du conflit Arménie-Azerbaïdjan. Elle est présente en Biélorussie pour aider les camarades biélorusses. Elle est présente un petit peu partout dans les pays sur ses frontières, on va dire, pour aider tel ou tel
leader à faire face aux déstabilisations organisées par l'Occident. Donc, la Russie, pour l'instant, elle prend son temps parce qu'elle a compris que cette guerre n'était pas seulement une guerre militaire, que c'était une guerre qui va bien au-delà, qui est, que ce soit sur le terrain, mais également dans les objectifs, hein, c'est une guerre économique qui vise un bras de fer économique entre les deux parties, et c'est également un bras de fer civilisationnel. C'est-à-dire que la Russie refuse le camp des valeurs qu'on cherche à imposer au monde, hein, l'Occident civilisé qui veut imposer au monde ces valeurs qui sont pas les valeurs de la démocratie du tout. C'est les valeurs du wokisme, LGBT et tout ce qu'on veut, et d'une démocratie dirigée par un gang de milliardaires, quoi. C'est ça que l'Occident veut imposer au monde. Et la Russie, elle est face à tout ça. Et elle sait que pour gagner la guerre économique, il lui faut un peu de temps. Parce que pour l'instant, le temps joue en faveur de la Russie. Et pourquoi joue-t-il en faveur de la Russie? Parce que l'Occident est précipité aujourd'hui, petit à petit, dans des difficultés économiques et sociales qui sont les effets boomerang des sanctions qu'ils ont adoptées contre la Russie. Hein, et donc, il faut laisser ces effets faire leur chemin. Et pour ça, il faut du temps. Oui. Si la Russie signait un accord tout de suite, on serait ramené au problème précédent et dans 4 ou 5 ans, les Occidentaux remettraient le couvert. Donc, pour éviter que les Occidentaux remettent le couvert dans 4 ou 5 ans, il faut bien les mettre dans la difficulté économique et sociale, ce qui est en train de se faire. Donc, la bataille économique et sociale entre la Russie, qui souffre certes un petit peu, des sanctions qu'on lui a appliquées, mais qui souffre beaucoup moins que nous. Et donc, en ce moment, il y a une espèce de transfert qui est en train de se faire, transfert de puissance, avec un Occident qui décline et une Russie qui se maintient à flot, non seulement qui se maintient à flot, mais qui, par rapport à un Occident déclinant, monte dans la hiérarchie mondiale. Hein, donc, avec ses soutiens oui, du monde. Avec en toile de fond la dédollarisation de l'économie mondiale. Effectivement, comme vous le disiez très bien, c'est un processus qui est enclenché, notamment par la Chine, hein, qui est vraiment leader enfin, qui pousse très fort dans cette direction. Et effectivement, je vous rejoins tout à fait. C'est vrai que le temps joue pour la multipolarité. Et c'est d'ailleurs sûrement ce qui explique une telle agressivité de l'Occident en Ukraine et à Taïwan. Ouais, vous savez, le jour où la Russie décidera de mettre un terme à l'opération, elle le fera très très vite. Hein. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de le faire là, parce que effectivement, elle était revenue sur ses positions de manière pour avoir une assise plus défensive. Donc, elle s'était retirée d'ailleurs, ça avait fait beaucoup parler dans la presse occidentale, qui parlait d'une défaite russe, alors qu'en fait, c'était purement tactique. Hein, on est d'accord. Mais là, depuis quelques semaines, notamment avec l'offensive sur Soledar là dans le Donbass, qui a été repris avec le groupe Wagner là, qui est à la baguette, on a l'impression que les Russes là retentent une percée et sont pas loin de percer le front ukrainien. Ma question, c'est si le front ukrainien lâche, qu'est-ce qui peut se passer derrière concrètement? Pour la Russie, il faut pas qu'il lâche trop vite parce que ça mènerait à des négociations. Donc la Russie va essayer de jouer la montre. Ouais. Hein, ouais, elle joue la montre, hein, contre un Occident qui n'a pas compris que la Russie jouait la montre. La Russie, elle joue la montre, et elle va, quand l'Occident sera bien affaibli, et même peut-être un peu avant, elle va quand même la Russie va donner des signes de puissance à ses soutiens, aux pays qui la soutiennent, la Chine, l'Inde, les BRICS, l'Organisation de Shanghai, et bien d'autres pays qui soutiennent la Russie. Donc, elle va leur montrer, elle va faire une offensive certainement cet hiver, dont on ne sait pas si le point de départ sera le Donbass d'ailleurs. Hein. Le point de départ de cette offensive pourrait très bien être la Biélorussie. Je serais ukrainien, je me méfierais sur tous les fronts. Hein. C'est-à-dire que si l'armée russe qui est aujourd'hui en Biélorussie avec les frères biélorusses, si elle commence à descendre en masse en direction du sud
englobant ou non Kiev, sans s'arrêter à Kiev. Ils s'arrêteront pas, ils iront pas se bloquer devant Kiev. Hein. Et s'ils commencent à descendre vers le sud et à couper tous les axes de communication, ils vont créer un chaos et une panique pas possible dans une armée ukrainienne aujourd'hui très affaiblie. L'armée ukrainienne est affaiblie. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose comme ça cette année, mais rapidement la Russie remettra un terme à tout ça. Hein, elle va élargir bien sûr les territoires conquis, hein, et elle seule sait où elle veut s'arrêter en termes de territoire. Je pense, comme beaucoup de spécialistes, que la Russie ne veut pas conquérir l'Ukraine de l'Ouest, qui est anti-russophobe qui est russophobe et dont ils ne veulent pas s'encombrer. Ils veulent pas s'encombrer d'un pot de pu, quoi. Ouais. Si on revient à la France, c'est vrai qu'on voit sur les plateaux télé tous ces généraux à la botte de l'OTAN, qui ont d'ailleurs une vision très partielle, hein, du conflit ukrainien, qui nous amuse souvent d'ailleurs, hein, pour ce manque justement d'impartialité. Est-ce que tous ces généraux qu'on voit donc sur ces plateaux de télé représentent vraiment l'armée française, et est-ce qu'au sein de l'armée française il existe finalement un autre son de cloche? Peut-être qu'on les voit moins dans les médias, mais existe-t-il? Ah oui, bien sûr qu'il existe. Moi, je peux en témoigner, hein, parce que je suis en liaison. Donc il y a un peu d'espoir quand même. Ah oui, bien sûr. Il y a, si vous voulez, les seuls qui ont droit à la parole sont évidemment les otaniens, hein, les médias les médias sont pro-OTAN à mort, donc ils vont pas inviter quelqu'un sur un plateau quel qu'il soit, même des émissions prétendument qui offrent prétendument des débats comme C'est dans l'air, c'est dans l'air et tous les gens sont du même avis, quoi, à quelques toutes petites nuances près. Mais selon vous dans l'armée française, quel est le pourcentage en fait de gens qui se réclament vraiment de l'OTAN et qui portent cette guerre occidentale contre la Russie vis-à-vis en fait de gens qui sont plus moins aventureux, quoi, et qui sont peut-être plus proches de la Russie également? Mais si vous voulez, c'est à la fois une affaire de génération et de carrière. Hein. Les gens qui attendent, qui sont là pour faire carrière, oui, bien sûr. Ils ont bien compris que ils vont dans le sens du manche. Ouais, ils ont bien compris que s'ils allaient pas dans le sens du vent, il leur arriverait des problèmes et que leur carrière serait beaucoup moins brillante que ce qui était annoncé, quoi. Donc ces gens-là, bon, ils vont pas cracher dans la soupe, hein. Par contre, dans les jeunes générations, il y a un parti non négligeable de gens qui non seulement se posent des questions, hein, mais qui ont compris la manœuvre, hein. Ils sont pas idiots, ils regardent les médias alternatifs, hein, dans lesquels de très très nombreux géopoliticiens ou personnels crédibles, hein, je peux en citer, moi j'en connais des dizaines, hein, qui tiennent des propos raisonnables sur les responsabilités de cette guerre et sur la conduite à tenir, hein, c'est-à-dire d'éviter de se mêler d'une guerre qui nous regarde pas. Ok, parfait. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Général Delavarde, pour avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Général, je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. Au revoir à vous et au revoir à tous vos auditeurs. La route vers l'inconnu est toujours bienvenue. Le but est devant nous, braquons les armes. Plus rien ne compte plus, la défaillance s'exprime. Pour nous c'est le devoir, pour vous les larmes, l'heure a sonné, adieu belle fille. Nous repartons vers notre destin. Loin du pays, loin de la famille, nous en allons par les chemins. Le cœur léger avec un sourire, les yeux fixés sur l'horizon. Les compagnies en marche sans frémir, chantons encore à plein poumon. On pointe toujours ce qui nous appelle, nous sommes ici taillés d'un lot. Tous en avant.
Ne perdons pas de temps, restons unis et la victoire est sûre. L'heure a sonné, adieu.